à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu mon parcours atypique du bac au code et de ma peur un peu de casser la prod au début. Alors, il faut savoir que c'est mon tout premier talk de toute ma vie, donc je suis un peu stressée et un peu émue. À la base, je devais être avec deux camarades de classe. Vous pouvez les huer parce qu'ils m'ont lâchement abandonné. Voilà. Il y en a un dans la salle, je dirais pas qui, il faut le trouver. Donc voilà. Donc pour commencer, ben voilà, au bar, avant d'être développeuse, je travaillais derrière un bar et sans m'en rendre compte, je me confrontais déjà à des problèmes que je rencontrerais dans l'informatique. Derrière un bar, on peut trouver des différents profils, j'en ai retenu 3. Donc il y en a un, on le déteste, je pense qu'on l'a tous subi un jour. C'est la personne qui regarde ses pieds, quand on commande, il nous tourne le dos. Enfin, c'est un petit enfer, on met une demi-heure à commander, on a le double pour être servi. Pas trop m'attarder sur lui, hein, mais je voulais quand même lui mettre un petit taquet parce qu'il mérite. Le deuxième, celui-là m'intéresse un peu plus parce que c'est le niveau. Il court partout, il est en sueur, il a plein de verres, il renverse des plateaux parfois, mais on lui en veut pas, il se donne du mal. Les rushs sont vraiment difficiles avec lui, mais on survit, on le fait. Et puis on se prend dans les bras à la fin du service. Et puis il y a celui qui nous agace tous, il tient son plateau avec 2 doigts. Il n'y a rien qui bouge, il peut prendre 8 assiettes brûlantes du bout des doigts, il n'y a pas un rictus. Sa terrasse est toujours nickel et on le vénère un petit peu celui-ci. Et j'ai remarqué que ces profils, je les retrouvais un peu dans l'informatique aujourd'hui et que clairement moi quand j'ai commencé à coder, c'est le deuxième. Donc voilà, moi c'est Alice Zéhet. Actuellement, je suis chef de projet et développeuse full stack à la collectivité européenne et en même temps en dernière année d'école d'ingénieur au CNAM. Mes examens, c'était il y a une semaine. Donc la prochaine fois qu'on organise un truc, s'il vous plaît, laissez un petit peu de temps parce que je suis crevée. Mais bon. Donc moi j'ai 32 ans et je me suis reconvertie à 27 ans pour revenir à une passion plus ancienne, c'est l'informatique. Avant ça, je pense que vous l'auriez deviné, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des bars. Et oups. Désolée. Et je regrette absolument pas parce que j'étais une grande timide, vraiment maladif. Quand j'ai passé mon bac, on m'a demandé si le français c'était ma langue maternelle. Voilà. Donc ça m'a quand même appris un peu à sortir de ce côté geek et vraiment introverti. Et ça m'a permis d'être là aujourd'hui devant vous, même si je... Alors, je suis rentrée dans le code tout d'abord en autodidacte. Il y en a tous vécu le Covid. Ce qui disait Covid, on n'avait plus droit aux cartes, en cartes, les vraies cartes, quoi. Et donc, du coup, j'ai dû faire des QR codes où on pouvait avoir les menus en ligne. J'avais aussi des petits sites pour dire, voilà, ce resto, ce bar existe, voici les horaires. C'était des petits trucs, c'était voilà, pas très professionnel, mais au moins ça faisait un peu le taf. Et puis quand j'ai commencé, ChatGPT n'existait pas. Donc je pense être une des dernières générations à avoir appris le code avec des tutos indiens obscurs et des Stack Overflow qui disent n'importe quoi. Donc voilà, je pense que tu as dû en parler à certains. Et j'ai toujours privilégié l'alternance parce que le développement sans cas concret, je trouvais ça trop abstrait pour moi. Et honnêtement aussi, il fallait que je paye mon loyer. Donc j'ai commencé dans une boîte qui s'appelait TMED. TMS, c'est une boîte de télémédecine. Et en fait, c'était concentré, il y a alors une partie où c'est gestion de suivi de patients et location de matériel pour l'hôpital à domicile. Et de l'autre côté, on avait plein d'objets connectés, c'est-à-dire qu'on avait des stéthoscopes pour enregistrer la respiration, on avait des montres d'urgence pour que les personnes vulnérables ou isolées puissent appeler des urgences facilement s'ils se blessaient. Et on avait aussi des boîtiers connectés au téléviseur parce qu'on sait que les personnes un peu vulnérables sont plus à l'aise en tout cas avec des téléviseurs qu'avec des smartphones. Donc on avait tout ça, ce potentiel, et on n'était que 3 développeurs. Donc j'avais un peu la chance de pouvoir voir un peu tout, comment tous les niveaux marchaient au niveau d'une entreprise. C'était vraiment formateur. Et un projet qui m'a particulièrement marqué, c'était un projet en lien avec l'Université de Haute-Alsace, où on devait faire une interface en Python
pour visualiser l'enregistrement qu'on avait avec le stéthoscope connecté de la respiration. C'était dans le but où, en fait, un cardiologue ou un spécialiste pouvait facilement, en visualisant, savoir s'il y avait une irrégularité, pardon, et voir s'il y avait des potentiels problèmes cardiaques. Donc, je devais arriver dans ce code, et c'est pas facile parce que la personne avec qui je travaillais était un doctorant très ingénieux, vraiment brillant, mais qui n'avait aucune notion de maintenabilité ou quoi que ce soit, et donc je suis arrivée sur ce code qui, voilà, des variables R, M, N, I, F, tout dans un seul fichier, aucune... je sais que c'est du Python, mais bon, ce n'était pas du tout orienté objet. Donc vraiment, j'en ai fait des cauchemars, parce qu'il ne fallait pas non plus que je casse la logique de son, parce que moi, j'avais aucune compétence pour savoir comment il traitait le signal. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, j'arrive devant ça, je me dis, super, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de Stack Overflow, il n'y a rien, il y a juste moi et mon couteau. Donc j'ai commencé par faire ce que je faisais le mieux, tout casser. Ça, c'était ma technique à moi, je pense que comme beaucoup. Je commentais, je décommentais, je regardais qu'est-ce qui touchait quoi, comment ça s'articulait. Quand j'ai commencé à comprendre, j'essaie de me faire une carte mentale un peu de tout comment c'est organisé. Et j'ai commencé petit à petit à mettre de l'objet, à différencier les logiques, à séparer dans plusieurs fichiers. Ça, c'est plus du traitement de signal, ça, c'est plus sur l'interface. Donc, petit à petit, j'ai réussi. C'était long, mais bon, j'ai réussi à faire cette interface. Bon, voilà, c'était un de mes premiers projets, soyez indulgents sur la forme. Mais donc du coup, on pouvait visualiser, jouer, voir où on était, on pouvait revenir en arrière, on peut zoomer aussi sur certaines parties. Enfin, voilà, on pouvait extraire aussi les temps à un moment précis pour pouvoir potentiellement parler de ça avec un autre collaborateur. Enfin, voilà. Mais bon, j'étais quand même pas satisfaite, même si j'avais réussi à faire fonctionner, parce que je me disais, ça, les prochains qui vont prendre mon code, ce sera pas du tout maintenable, ça va redevenir le bordel. Et donc, je savais que j'avais marché sur des œufs et que c'était pas... Enfin, je n'en étais pas fière. J'étais contente que ça marche, mais je savais qu'au final, ça fonctionnait, mais c'était pas idéal. Donc, ma question, c'est comment avoir ces bases plus solides? Et heureusement, après mon BTS, j'ai pu rejoindre une école d'ingénieurs qui est le CNAM. Et j'ai commencé à travailler à la collectivité européenne d'Alsace. Et ce bond m'a permis... déjà, je savais faire marcher des choses, mais j'avais toujours cette peur. Et on a commencé à me parler d'un super mot. Ça s'appelle le clean code. Je pense que vous avez entendu un peu d'autres conférences avant moi. Donc voilà, moi, quand j'ai appris ça, j'étais super excitée, genre waouh, qu'est-ce que c'est? Et donc, on me parle de nommage, de responsabilité, de découpage en classe, en couches, en modules. Et au début, ça m'a fait peur, quand même. J'avais l'impression qu'on me disait, oh, ralentis. Tu vas prendre du temps, tu vas créer plus de fichiers, plus de classes, plus de concepts. Alors que moi, mon réflexe, c'était, si ça marche, pourquoi compliquer? Et en fait, je me suis rendu que derrière un bar, c'était exactement pareil. Au début, tu vas aller droit au but, tu poses un peu partout tes verres, tu es dans le flux, et ça arrive à chaque fois. Quand il y a trop de vaisselle qui s'empile, un moindre geste, un faux mouvement, et on fait tout casser. Et on doit prendre le temps de chercher la balayette, ramasser, peut-être quelqu'un s'est coupé, il faut prendre le bandage, enfin voilà quoi, c'est long, c'est fastidieux. Donc voilà, on m'a fait vraiment comprendre quelque chose, que la vitesse immédiate, c'est pas du tout la vraie efficacité. Le clean code, c'est une manière de réduire la charge mentale, un bon nombre de variables, déjà, pas comme le F, le X qu'on a pu voir avant, une classe qui fait une seule chose, des méthodes courtes et lisibles, tout ça, ce sont des décisions qui m'ont permis de prendre d'avoir tout en tête facilement. Et en fait, on fait le même chose au bar. En fait, oui, on pourrait avoir une carte des vins où tous les vins sont en même temps et ensemble, c'est des vins. C'est pareil. Alors que non, finalement, quand on quand on les sépare bien par ce que c'est réellement, on va vachement plus rapidement. Là, je vous demande au défi de me dire combien il y en a de rouge dans cette carte-là. C'est vachement plus difficile. Et donc, voilà. Ensuite sont arrivés les principes solides. Ça aussi, c'était très abstrait au début. Je me suis posé 1 milliard de questions avec ces principes. Et j'essaie de réduire ça. Alors, il y a plein de principes, voilà, mais surtout, le plus important, c'était réduire le couplage. Donc, on a eu l'intervention d'Arnaud juste avant qui a déjà expliqué ce que c'était, mais le couplage, c'est le degré auquel des morceaux
de code dépendent les uns des autres. Plus ils sont couplés, plus une modification à un endroit a des conséquences quand on modifiera ailleurs. Donc ça, c'est vraiment mon problème quand j'arrive dans un code et ma peur aussi d'avoir moins de dépendance les unes des autres, moins d'effets de bord et surtout moins de peur. Et aussi, à cette époque, je me suis rendu compte, alors l'objet est déjà breveté, on va dire. Je me suis rendu compte que je faisais plein de sports. Moi, mes code, c'était j'adorais faire des sports. Qu'est-ce que c'est la spork? C'est un objet un peu bizarre entre la fourchette et la cuillère. Sur le papier, super, un objet de fonction, mais en fait, dans la vraie vie, ça pique mal, ça ramasse mal, et c'est exactement ce que je faisais. Je faisais des classes qui savaient un peu afficher, un peu appeler la base de données, un peu calculer, un peu gérer des règles métiers, parfois de la logique, on verra, et puis voilà. Mais c'était fragile. Dès que je voulais rajouter une fonctionnalité, je touchais un endroit et ça en cassait 3 autres. Donc le Solid m'a appris une chose très simple. Quand une classe fait trop de choses, elle devient dangereuse. Et en séparant clairement les responsabilités, en acceptant d'avoir plusieurs objets spécialisés plutôt qu'un seul fourre-tout, je commence à écrire du code plus lisible, plus prévisible, plus facile à faire évoluer. Et j'ai aussi compris quelque chose, c'est que l'héritage, souvent présenté comme super pratique, c'était le couplage le plus fort. Et que parfois, en voulant bien faire, et en héritant de partout, c'est se fabriquer des super pièges pour plus tard. Donc voilà. Et alors, j'ai eu Edouard en prof, hein, si jamais vous voyez. C'est pour ça que... Avant, je codais beaucoup à l'instinct, je faisais du cas par cas, et ça marchait sans comprendre pourquoi. Et l'école m'a obligée à changer de posture. Je n'écrivais pas seulement du code pour penser le système, mais j'écrivais plus seulement du code, mais je pensais le système avant. Ouais, et cette transition n'a pas du tout été simple. Franchement, ils nous avaient demandé de nous mettre une note en début, genre à quel point vous pensez comprendre les principes solides. Je m'étais mis genre 0 ou 1. Donc bon, ça me faisait vraiment poser beaucoup de questions. J'avais l'impression de douter sur des choses que je faisais naturellement. Mais en fait, avec le recul, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à progresser. Et donc, j'ai un des projets, bon, j'en ai eu plusieurs, mais un des projets où je me suis vraiment rendu compte que là, j'avais progressé, c'est sur un projet de Tower Defense, en fait, où, vous aurez tous reconnu la licence qu'on a un peu bombée, désolé les droits d'auteur, mais bon, je ne suis pas très inspirée. Et à force d'y jouer, en fait, on a voulu améliorer plein de choses. Par exemple, on avait plusieurs tours qui tiraient de façon différente, mais on s'est dit, punaise, si on pouvait rajouter un effet d'électricité, ça ralentirait. Si maintenant on pouvait mettre un effet de brûlure, ça ferait en sorte de... ça pourrait enlever des PV au compte-gouttes. Et ça, si on avait hérité, ça aurait fait des appels avec true, false, true, false, false, un truc infernal. Alors que là, vraiment, tout était bien séparé. On a pu facilement ajouter nos fonctionnalités sans trop toucher partout. Et là aussi, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas appelé dans plusieurs fichiers, c'est qu'on a travaillé en groupe. Et c'est moi qui m'occupais des pull requests. Et je peux vous dire, la différence de conflit qu'on a eu en utilisant ces principes-là, ça passait presque tout seul. Hein. Et pourtant, avec Unity, je sais que les conflits, il peut y en avoir des impressionnants. Donc voilà. Et pour la première fois, j'ai compris, ajouter du code, ça ne voulait pas forcément dire le complexifier. Mais bon, j'étais toujours pas non plus hyper sereine. Je savais un peu comment articuler les choses, je savais comment améliorer, que ce soit plus lisible, mais j'avais pas encore ce sentiment de sécurité. J'avais pas encore ce sentiment de quand je partais du travail pour aller à ma semaine de cours, de me dire, purée, j'espère que j'ai rien cassé, que je vais pas recevoir un message de mon tuteur qui m'insulte, mais qu'est-ce que t'as fait? J'avais vraiment très peur. Et c'était là que est arrivé FTTD. Comme un sauveur. Et donc, c'est là qu'arrive le TDD, pas comme une règle, pas comme une obligation, mais comme une réponse très concrète à un problème en tant que junior, la peur de casser l'existant. Enfin, je sais qu'il y en a encore qui sont à l'école parmi vous, donc je pense que vous connaissez ce sentiment un peu. Et le TDD m'a appris à faire quelque chose que je faisais sans m'en rendre compte, enfin, pas forcément en informatique, définir le résultat attendu avant d'agir. Et là, je vais revenir encore au bar. Et en fait, à bout de 10 ans, j'ai commencé à prendre de la bouteille. et j'ai commencé à former les nouveaux. Et on connaît tous la recette du mojito.
Mais je me suis rendu compte que j'avais beau dire « fais-moi un mojito », ben, on n'avait pas forcément la même idée de à quoi ça doit ressembler. Sauf que dans un bar, tu as envie que ton mojito que tu recommandes le prochain, ce soit le même, que celui d'à côté, il n'ait pas plus de menthe ou pas plus... Enfin, tu veux qu'il ressemble visuellement toujours pareil. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'écrire les recettes de chaque cocktail qu'on peut trouver sur Internet, moi je faisais des photos des cocktails et je dis je veux qu'il ressemble à ça. C'est ça que je veux comme résultat. Après, tu fais la recette, j'espère que tu fais la recette de d'un burrito, mais je veux qu'il ressemble à ça au final. Et c'est exactement ça en TDD en fait. On écrit ce qu'on attend, puis on écrit le code qui permet d'y arriver. Le test, c'était plus juste une vérification, ni un truc qu'on fait quand on a le temps. Hein. C'est devenu un filet de sécurité, un moyen d'oser modifier un outil, un moyen d'oser modifier sans peur. Un outil pour comprendre le code et enfin le comprendre. Vous pouvez refactorer sans trembler, casser volontairement aussi pour mieux reconstruire. Et j'avais plus l'impression de jouer à la roulette russe. Et bien sûr, au début, ça a été hyper difficile parce que pareil, encore, changement de réfléchir. Et ça m'a mis aussi une contrainte que j'avais... pardon. Parce que j'avais l'impression encore de perdre du temps. On a l'impression de se mettre des contraintes inutiles, mais très vite, j'ai compris que ce temps n'était pas du tout perdu, mais vraiment déplacé. Et il y a une autre problématique aussi, mais que là, pour le coup, c'était plus personnel, c'est que quand on est junior ou comme moi, on manque pas forcément de motivation, mais on manque beaucoup de connaissances. Et du coup, avec le TDD, je pouvais plus tricher, je pouvais plus bricoler jusqu'à ce que ça fonctionne. Il fallait que je comprenne pourquoi ça marchait pas. Et ça me mettait directement face à mes incompréhensions et surtout à mon ignorance, en fait. Et parfois, je passais beaucoup de temps sur un test, non pas parce qu'il était compliqué, mais parce qu'en fait, je comprenais pas encore comment j'allais le résoudre et comment j'allais faire. Et c'était super inconfortable. C'était vraiment un moment où je me suis dit, en fait, je suis vraiment trop nulle. Je connais rien. Voilà, c'était vraiment inconfortable. Voilà, et j'ai compris qu'en fait, le TDD ne crée pas les lacunes, il les révèle en fait. Et donc voilà. Le TDD m'obligeait à reformuler clairement ce que je savais et en fait ce que je ne savais pas encore. Et une fois ces zones floues identifiées, l'apprentissage devenait vachement plus efficace. Là, j'ai l'impression qu'en quelques mois, j'ai progressé vachement plus vite qu'en 3 ans au BTS ou quoi que ce soit. Je perdais plus du temps à débugger au hasard, je savais exactement ce que je comprenais pas et le feedback loop était plus rapide, mais surtout plus honnête. Et en parlant de feedback loop, moi, par exemple, je code en C#, hein, voilà, la collectivité. Et mon principal outil, c'est le debugger. Alors, je mets un point d'arrêt sur l'application, je clique, je regarde, je relance, je regarde les variables, ça marche pas, je relance. C'est hyper long, hyper frustrant, on l'a tous fait. Des fois, tu passes plus de temps à attendre que ça charge que d'avoir le résultat. Et franchement, alors que le TDD, feedback loop complètement changé, un test, une run, une réponse immédiate, vert ou rouge, c'est binaire, on adore ça. Pas besoin de lancer toute l'application, pas besoin de cliquer partout, pas besoin de mettre 15 breakpoints. Le test me disait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, ce qui ne fonctionne plus. Alors là, j'ai un petit test avec Ncrush, je ne sais pas si on verra bien. Alors il y a plusieurs outils qui permettent de le faire. Par contre, ça se lance pas. J'ai l'impression que ah. Normalement, c'était une vidéo parce que je me suis dit non, l'effet démo, ça va forcément me casser le film. Pour une première fois. Et bon. Je sais pas si je peux. Ouais, je suis connectée et j'ai juste l'impression qu'il a perdu la connexion au bout d'un moment et. Enfin, ouais. Bon, en fait, ça va être super rapide, je vous l'explique en autre moment. Je continue ma petite fonction sur le total pour faire un calculateur de discount. Et en fait, là, je vois toutes les erreurs immédiatement. Et en fait, sans regarder et sans enregistrer, c'était super impressionnant, je vous jure. Sans regarder, sans enregistrer, c'est passé au vert directement et j'ai pas eu besoin de ni ouvrir l'application ni ouvrir le debugger. Bon, après, je pense que c'est pour certains, peut-être que vous connaissez déjà Ncrush où il y a plusieurs autres applications qui le font, mais c'est super satisfaisant. On voit en temps réel les problèmes, on voit que ça passe au vert et c'est hyper agréable. Addictif, c'est clair. Et puis, je voulais aussi parler un peu d'architecture parce que moi, on m'a bassiné avec le MVC. Genre, on m'a dit, c'est super technique, voilà,
super, s'il y a que ça existe. Et on m'a parlé de, du coup, tout ce qui était architecture en oignon, et je me suis dit, mais punaise, séparer le métier, le mettre au centre et d'avoir plus de dépendance avec la BDD, les API, les appels, pour pouvoir juste présenter ça et faire tester, c'est tellement plus rapide en fait, parce que nous, par exemple à la collectivité, on a des métiers qui sont tellement du mal à savoir, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde en fait, mais ils ont tellement du mal à savoir ce qu'ils veulent réellement, que là ils peuvent directement dire ah non ça ne nous va pas, ça en fait ça ne respecte pas ces règles métiers là, en plus c'est des règles métiers strictes parce que c'est quand même l'État et c'est régulé, donc on peut facilement voir les défauts et nous on peut travailler sur autre chose en attendant, mais ouais, ce côté, le métier, le domaine au-dessus, au milieu, et ne plus avoir des dépendances qui vont vers le domaine et pas l'inverse. Waouh, qu'est-ce que ça m'a aidé. Donc voilà. Donc c'était un petit coup rapide sur l'architecture. Et bon voilà, aujourd'hui je suis toujours junior en développement et j'ai encore énormément à apprendre, je ne vais pas le mentir. Mais je ne prétends pas non plus avoir trouvé la bonne façon de faire, la vérité absolue sur le clean code, le TDD ou l'architecture. Je suis encore super novice, mais ce que je présente aujourd'hui, c'est une trajectoire. Voilà, aujourd'hui, à la collectivité, je travaille sur des projets réels, des contraintes à métier fortes et avec une forte dette technique, il ne faut pas le dire trop fort pour Arnaud. C'est juste avant. Mais, et dans ça, c'est difficile d'imposer des bonnes pratiques. J'ai ni la légitimité, ni le temps de dire, voilà, je vais tout changer. Mais par contre, je peux faire des petits pas, apprendre à mettre des tests là où il n'y en avait pas, à refactorer des choses, à mettre de l'intention, en fait. J'essaie surtout de comprendre et de sécurité ce que je touche, en fait. J'ai appris une chose essentielle, que même en étant junior, vraiment, on peut améliorer des petites choses sur le développement. Et j'ai la chance aussi, ça c'est pas le cas forcément de tout le monde, mais d'avoir une équipe qui me soutient et qui me laisse essayer de tenter cette transition, parce qu'ils ont à peu près la même idéologie que moi. Et voilà, j'essaie de réduire les couplages et voilà, je suis moins dans l'urgence et j'ai surtout beaucoup moins peur. Pas parce que je sais tout, mais parce que j'ai appris à me créer des garde-fous. Et c'est exactement ce que je vais essayer de continuer à faire à la CEA et dans la suite de mon parcours. Et je voudrais juste terminer, quand on débute derrière un bar, comme derrière un clavier, on court partout. Avec le temps, on apprend à poser les choses. Et le jour où le plateau ne tremble plus, c'est pas parce qu'on va plus vite, c'est peut-être parce qu'on tremble un peu moins. Et je viens merci de m'avoir écouté. Je sais que c'était pas parfait, mais voilà. Merci aussi aux sponsors et aux organisateurs. Vous pouvez mettre un petit review pour dire comment vous avez pensé. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup encore qui sont à l'école et je voulais garder un petit temps aussi pour dire, peut-être parler avec vous de comment vous vous sentez par rapport à cette conférence, à tout ça, à ce que vous avez vu. Humblement, je pourrais peut-être des fois essayer de répondre s'il y a des interrogations. Merci pour la réponse. Pour une première fois. La ligne directrice, je la vois bien et je vois bien ta trajectoire Ça fait 5 ans en tout, mais oui, que j'ai commencé à apprendre les principes, ça fait 3 ans. Et rapidement dans quelque chose. Après, je voulais dire ça avant de poser la question. Et du coup, dans ta trajectoire, est-ce que c'est oh. C'est presque de la psycho là. Ah oui, alors est-ce que... alors tout était nickel. Si jamais c'est enregistré. Non, non, ouais. Les choses que je ne sais pas, que j'aimerais savoir. Oh là. Déjà, il y a plein de choses que je ne sais pas avec déjà l'arrivée de l'IA, ce qui est un vrai sujet autour de nous. On a quand même eu un examen la semaine dernière où le professeur nous a dit « N'hésitez pas à vous réorienter dans 5 ans. Hein » Donc, je peux vous dire, ça met un peu d'attaque. Donc voilà.
Donc, ouais, non, si, ouais, comment on va devenir le monde avec l'IA? Est-ce que aussi, est-ce que je suis du bon côté aussi de l'impact écologique? Est-ce que, j'ai plein de questions, ouais, pas forcément qu'avec le code, mais surtout tout l'environnement en fait autour. Parce que coder bien et juste c'est une chose, mais en fait, ce que j'ai aussi appris, c'est beaucoup de contacts humains finalement, alors que on n'est pas forcément à l'aise avec les autres, mais c'est beaucoup de contacts humains. Et c'est ça qui m'interroge, ouais. Je sais pas si ça répond totalement à la question. Ouais, Merci pour la présentation, c'était très clair et super intéressant. On découvre pas au moment où tu as eu est-ce que documentation, on n'a pas encore fait, aurait pu accélérer les choses, est-ce que ça aurait évité de autant progresser? la question c'est est-ce que s'il y avait de la documentation sans ces principes, est-ce que ça m'aurait quand même aidé à progresser, c'est ça? Je sais pas, parce que j'ai l'impression quand même que quand je lis des documentations ou quand j'en fais, il y a toujours ce moment où on se comprend pas parce qu'on réfléchit pas de la même manière. Et je me suis souvent écrit, j'ai écrit des choses et les gens l'interprètent mal et je me dis ah mais oui en fait on peut l'interpréter aussi de cette façon-là et j'y avais pas pensé donc je pense que non, ça aurait pas suffi. Ça aurait été mieux, c'est sûr, mais ça aurait pas suffi, je pense. Et j'ai pas répété la question, désolée. Ah pardon. Je sais pas. Ah non. Là, j'ai pas mon diplôme, hein, potentiellement. Ceux qui sont dans la situation où tu étais il y a quelques années, donc celle au début du talk, tu es sur du code que tu crains, c'est un peu ce que tu as Ouais. compris, quoi. C'est quoi le premier pas que tu donnerais, si tu devais donner une roadmap à toi il y a 3 ans, c'est quoi que tu conseillerais de suivre et est-ce que tu choisirais peut-être un autre ordre ou un islam? Est-ce que je suis d'apprentissage Alors, c'est les concepts que tu as montrés, si tu pouvais parler à la toi qui ne les connaissait pas encore, quel serait le premier pas que tu recommanderais et quel serait l'ordre que tu recommanderais pour une bonne montée en compétence et pour aller justement vers cette sérénité que tu as réussi à avoir? J'ai l'air sereine. Non, alors, par quoi je commencerais si je devais donner des conseils, par quel principe je commencerais en premier? Je pense que je commencerais par le TDD. Parce que vraiment, en fait, j'étais frustrée de l'apprendre si tard. Parce que j'avais vraiment une façon de résoudre les problèmes qui n'était pas bonne, en fait. Et je suis restée très longtemps dessus. Et quand j'ai appris le TDD, ça m'a vraiment... j'ai dû tourner mon cerveau vraiment pour que... Ah mais oui, on peut faire comme ça et c'est vachement plus cohérent, en fait, avec ce que j'ai besoin. Donc vraiment, je pense que je partirais du TDD directement. Et après, tout en découlerait le bon nommage, le moins de couplage, etc. Mais je voulais quand même rebondir sur les patines un peu, parce que pas grand-chose du tout, alors que c'est quand je travaille et mental aussi. Je ne rassure pas trop, je pourrais tiens, c'est pas de tête. Après, je dis, j'entends qu'il y a un certain Ok. Ah mais oui, mais après, c'est juste parce que je le suis, donc je parle pour moi en fait, mais oui. D'accord.
Du coup, d'abord, je vais mettre. On est un peu. On vient. Ouais. Du coup, on est vraiment dans le cas. Et du coup, ouais, par rapport à l'approche TD, Ouais. parce qu'au final, c'est quelque chose en photo. Et, Trop bien. et du coup, je ne sais pas s'il y a une importance à mettre au niveau pas vraiment comment poser cette question. Et est-ce qu'on oriente plus les tests côté métier et le résultat directement, ou Oui. alors c'est des tests qui sont plus côté technique? Et la deuxième question par rapport à ça dedans, c'est est-ce que justement, quand on n'est pas forcément assez bon en technique, on arrive à mettre en place des tests techniques? Je peux répéter des parties. Non, c'est bon. Alors la première question, c'est est-ce qu'il faut plus tester la technique que le métier? Et ensuite, est-ce qu'il faut. Le truc, c'est est-ce que si je suis moyen techniquement, j'arriverai quand même à m'en sortir à les faire? C'est ça? Exact. Ok. Première question. En fait, déjà, il faut tester les fonctionnalités et pas forcément tes méthodes. Tu testes, je veux tel résultat, parce que sinon, à chaque fois que tu vas commencer à modifier quelque chose dans ton code, ça va casser à chaque fois. Toi, tu veux juste que tel un résultat, vous allez voir ça, mais en boîte noire, vraiment, où tu veux ce résultat et pas à chaque fois que tu fais un changement de nommage, ça te modifie tes tests. Donc, tu dois surtout tester, le métier, c'est quand même super important, mais après, forcément, tu auras quand même de la technique avec des valeurs qui sont limites ou des choses comme ça. Donc oui, tu as un certain nombre de tests. Après, si t'es pas bon techniquement, moi, je pense que c'est... je me mets aussi un peu dans le truc, j'ai pas l'impression d'être un as de la technique, un petit génie, voilà. Je trouve que ça, c'est pas du tout mon cas. Mais après, il y a forcément un moment où des lacunes, si tu en as trop, tu vas le ressentir, effectivement. Parce que j'en parle, moi, ça m'a mis vraiment face à mes lacunes. Mais par contre, tu vas plus facilement aussi comprendre où sont tes lacunes et comment travailler dessus. Donc, oui, ça va être plus difficile que quelqu'un qui a un génie, qui va réussir à résoudre les problèmes ou qui a un algo dans sa tête et il n'y a aucun souci. Mais au moins, tu vas plus pouvoir travailler dessus et donc t'améliorer et donc avoir moins de lacunes. Dans le micro, il y a une grosse voix. C'est Je bois un peu d'eau parce que tu veux. c'est ça? Ouais. Là, on va dire que de boîte. Est-ce que tu irais dans une ou pas pratiquer? Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah, oui, est-ce que je pourrais être dans une entreprise où on ne pratique pas le TDD? On ne peut pas. Il n'y a même pas de moyens. On me l'interdit. Non, pas non. C'est compliqué, la techno ne permet pas. La techno ne permet pas. Ok, d'accord. Non, je sais pas. En fait, ça me questionnait sur d'autres questions, genre quels sont les autres problèmes par rapport à ça? Comment ils font s'ils font pas des tests? C'est quoi? Comment? Je poserais plus de questions. Je serais plus. Alors, ok, d'accord, mais vous faites comment ça? Après, ça dépend. Si je suis payé 1 million, peut-être que j'y réfléchirais. Ouais, allez, ok, d'accord. Mais bon, tout est relatif, bien sûr, mais. Merci pour la présentation. Clariser les concepts de. Merci. J'aurais une question parce que j'aimerais savoir quel conseil tu leur donnerais. Comment est-ce que tu fais l'IA au quotidien pour t'aider les développements? Alors, comment l'IA m'aide dans le développement et quels conseils j'aurais pour les nouveaux ou ceux qui sont encore en école? L'IA, vaste sujet, hein, parce que c'est vraiment une question qu'on se posait tous les jours en cours, genre dois-je utiliser l'IA ou est-ce que j'ai le mérite d'avoir fait mon code tout seul et moi-même? Franchement, honnêtement, on l'a utilisé, hein. On va pas te mentir, sur des trucs qui nous faisaient un peu, qu'on savait faire et qu'on a voulu aller plus vite, on l'a utilisé. Moi, ce que je trouve bien aussi avec le TDD, c'est que pour écrire des tests et ensuite au moins poser un peu ma question, je le trouve hyper efficace et ça me permet aussi de me questionner là-dessus. Donc, moi, j'ai envie de l'utiliser. Après, il y a quand même aussi cette question, je ne sais pas si on en a parlé dans les autres conférences, mais de propriété intellectuelle. On ne peut pas non plus donner tout et n'importe quoi à l'IA. Donc, il y a ses limites. Moi, je pense que, par exemple, si vous n'êtes pas bon déjà, si vous sentez que vous avez trop de lacunes, trop utiliser l'IA, ça va encore plus creuser l'écart.
Donc, utilisez-le, mais c'est à vos dépens, en fait. C'est vous qui allez sortir avec plus ou moins de connaissances et plus ou moins de pièges. Genre, vous pensez que tout est stable et le jour où ça ne marchera plus, ben voilà, bon courage. Voilà. Mais non, c'est un outil, hein, on ne peut pas le dire, ne pas l'utiliser, mais c'est en votre âme et conscience. Si vous pensez que vous savez déjà faire, pourquoi s'embêter à ne pas l'utiliser? Si vous pensez que vous avez quelque chose à apprendre, ne l'utilisez pas. Elle était très courte. Ouais, je sais, désolée. Après, il y a des boissons dehors, ça peut être sympa aussi. Merci.